Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside. Au programme de ce numéro, les réseaux sociaux peuvent-ils constituer une preuve contre le salarié à l'occasion d'un litige avec son employeur? On en parlera dans quelques instants avec Pierre Chevillard, associé de Melville Avocat. On évoquera également l'évolution du cadre juridique de la cybersécurité avec Éric Lequelennec, associé de Simmons & Simmons. Et enfin, on fera un focus sur le délit d'harcèlement scolaire avec Laure Boutron-Marmion, avocate pénaliste. On débute tout de suite ce Lex Inside avec Pierre Chevillard, associé de Melville Avocat. Pierre Chevillard, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, les propos publiés sur les réseaux sociaux peuvent constituer parfois une preuve contre le salarié. On va évoquer cette question. Et tout d'abord, on a envie de savoir, est-ce qu'un employeur a un droit de regard sur les propos et les échanges émis sur les réseaux sociaux par ses salariés? La question que vous posez, Arnaud, fait appel à trois concepts. Le premier, celui de la liberté d'expression du salarié. Le deuxième, la vie privée du salarié. Et enfin, la question de la preuve. Donc systématiquement, lorsqu'on se pose une question qui concerne l'utilisation des réseaux sociaux par les salariés, eh bien, on fera appel à ces trois notions, ces trois concepts. Alors, qu'en est-il de la preuve? Est-ce que les propos publiés sur les réseaux sociaux peuvent-ils être invoqués dans le cadre d'un litige avec l'employeur? Tout à fait. Les propos utilisés par les salariés sur les réseaux sociaux peuvent, sous certaines conditions, être utilisés par l'employeur pour envisager soit une sanction disciplinaire à l'encontre d'un licenciement qui peut aller jusqu'à un licenciement pour faute grave, soit un licenciement pour trouble objectif causé à l'entreprise. Donc oui, l'employeur a la possibilité d'utiliser les preuves et les communications qui ont été faites par les salariés sur les réseaux sociaux, mais systématiquement en respectant le principe de loyauté de la preuve, ce qui signifie en premier lieu que l'employeur ne doit pas recourir à un stratagème pour recueillir les propos, les communications qui ont été faites par les salariés sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui pourrait constituer un stratagème, comme vous le dites? Alors très concrètement, on pense à l'employeur qui constituerait un faux profil pour aller espionner, sinon récolter les preuves qui seraient les communications qui seraient faites par les salariés, les communications qui seraient faites par les salariés. Et donc, si l'employeur utilise un stratagème, comme on vient de le dire, en recourant à l'utilisation d'un faux profil, eh bien à ce moment-là, la preuve ne sera pas acceptable, ne sera pas recevable en justice, puisque l'employeur n'aura pas respecté le principe de loyauté dans l'administration de la preuve. Alors, en cas de sanction ou de rupture du contrat de travail, quid des pouvoirs du juge quand il est saisi? Quels sont ses pouvoirs de contrôle? Alors, le juge, finalement, il va se placer, certes, a posteriori, mais il va un peu se mettre dans la peau, ou en tout cas, l'employeur va être un peu dans une position similaire à celle du juge. En réalité, les questions que le juge va se poser vont être similaires à celles que l'employeur a dû se poser ou doit se poser lorsqu'il est confronté à ce type de situation. Est-ce que la publication relève de la sphère professionnelle? Ça, c'est une question. Quel est le contenu même de cette publication? Est-ce que le salarié a commis un abus qui peut être constitué par des propos excessifs, injurieux, diffamatoires? Et puis, au-delà même de ces questions, de la question du contenu, le juge va également s'intéresser à l'audience, finalement, qui seront liées bien souvent à la question du paramétrage du compte, puisque une publication qui a une diffusion qui est assez restreinte, finalement, on voit que le préjudice, finalement, pour l'employeur peut être assez limité. Alors que, au contraire, si la publication a une diffusion très large, le trouble causé à l'employeur peut être nettement plus important. Alors, évoquons la prévention en la matière. Quels sont les outils dont l'employeur dispose? Alors, moi, ce que je recommande systématiquement à mes clients, aux entreprises, c'est d'être très vigilant sur la façon de rédiger soit le règlement intérieur, soit cette charte sur l'utilisation des réseaux sociaux, pour prévoir, finalement, pour encadrer l'utilisation des réseaux sociaux par les salariés. Au-delà de la question du règlement intérieur, on peut également envisager l'insertion dans le contrat de travail d'une clause qui viendrait limiter, restreindre cette liberté d'expression, puisque si la restriction est proportionnée et justifiée, l'employeur a la possibilité de restreindre.
Au-delà même de cette question qui est, on va dire, plus juridique, je pense qu'il y a un vrai effort, et moi, c'est ce que je recommande, c'est de former, sensibiliser les salariés, de quelque niveau qu'ils soient, pour bien comprendre qu'une publication sur un réseau social peut rapidement être virale, et donc avoir une diffusion extrêmement large. Et donc, dans ces conditions, je pense que la sensibilisation des salariés et leur formation de manière régulière est une bonne solution pour prévenir les débordements qui pourraient arriver sur les réseaux sociaux. Eh bien, on va terminer sur ces bonnes pratiques en matière donc, de sensibilisation et de formation sur les réseaux sociaux. Merci Pierre Chevillard d'être venu sur notre plateau. Vous êtes toujours sur Décideur TV dans Lex Inside. Quelles évolutions du cadre juridique de la cybersécurité? On en parle tout de suite avec mon invité Éric Lequelennec, associé chez Simons & Simons. Éric, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, quel est le cadre juridique de la cybersécurité? Eh bien, c'est un cadre qui repose d'abord sur des dispositions pénales, la fameuse loi Godefrein, 1988, et puis avec le RGPD, un article 32 qui vient dire qu'il y a des obligations en matière de sécurité numérique qui concernent tout responsable de traitement qui va collecter des données à caractère personnel. Ça a été ensuite décliné au niveau des organismes d'importance vitale, donc pour des raisons stratégiques, il y a eu des obligations renforcées pour ces acteurs, ils ne sont pas très nombreux. Et en juillet 2016, donc tout de suite dans la foulée du RGPD, vous avez eu l'introduction d'une nouvelle directive, la directive Network and Information Security, qui est venue également créer de nouvelles catégories d'acteurs, les opérateurs de services essentiels, mais aussi les fournisseurs de services numériques, qui, en plus du RGPD, avaient en effet, en lien avec les agences de cybersécurité nationales, de nouvelles obligations en termes notamment d'audit, de mise en place de procédures renforcées de sécurité et de notification auprès de l'Agence nationale française. Ce cadre fonctionne, mais il faut aller encore plus loin et en Conseil des ministres demain va être présentée la LOPMI, donc une loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur qui va comprendre de nouvelles obligations et de nouveaux dispositifs pour renforcer ce cadre juridique de la cybersécurité. Alors, quelles sont les évolutions qui sont prévues justement dans cette loi, et notamment en ce qui concerne les pouvoirs des forces de l'ordre? Il s'agit de faciliter et d'améliorer l'efficacité des forces de l'ordre, déjà en allouant de nouveaux moyens. Alors, on parle de doubler effectivement ces effectifs, passer de 2 à 4 000 enquêteurs spécialisés, mais créer également en amont des cyberpatrouilleurs qui vont être chargés précisément d'identifier des comportements à risque pour anticiper les problèmes qu'on a pu connaître tout récemment, notamment dans le domaine hospitalier à Corbeil-Essonnes. Lorsqu'un hôpital n'a plus de système informatique, il n'y a plus d'intervention chirurgicale, on est obligé de tout reporter. Les conséquences sont énormes. Il s'agit d'éviter justement ce type de piratage. On doit avoir également une formation de 100% des entreprises qui sont évidemment la cible privilégiée des hackers, avant même peut-être les particuliers. Donc, c'est des formations qui seront également assurées par des agents de l'État et de l'ANSSI, dont évidemment le président Guillaume Poupard souhaite être un acteur clé en termes de formation de sensibilisation. Et puis, on doit aussi avoir une hotline pour pouvoir à la fois signaler des comportements suspects, mais aussi être rassuré sur certains éléments de mise en place d'enjeux de sécurité informatique. Ce sera le 17 Cyber qui sera ouvert prochainement pour aussi diffuser cette culture de la sécurité informatique à tous les niveaux. Alors, quels sont les challenges et les problématiques liées à la mise en place de cette loi ? Évidemment, il ne s'agit pas de mettre des moyens sur la table. On parle quand même de 8 milliards pour mettre en place, évidemment, toutes les mesures que j'ai rapidement évoquées. Il s'agit bien entendu de diffuser la culture de la sécurité numérique et informatique
au plus proche des acteurs concernés. Si on ne s'intéresse que aux professionnels, au système et aux directeurs des systèmes d'information dans une organisation, ça ne suffit pas. Il faut aussi aller jusqu'à la sensibilisation de l'agent d'accueil, voire même d'un service marketing. Surtout dans le contexte qu'on connaît Absolument. avec la guerre en Ukraine. Et par rapport à l'intensification de cette menace cyber, il s'agit aussi de s'assurer qu'en lien avec les assurances, eh bien, il y ait une meilleure coordination de tous les acteurs finalement de la cybersécurité. Et justement, dans le projet de loi LOPMI, on va avoir des mesures à ce sujet pour contraindre à déposer plainte. Et si on ne dépose pas plainte, on ne pourra plus être indemnisé par les assureurs. Donc on voit la corrélation à tout point de vue. Et d'ailleurs, il s'agit aussi de pouvoir faciliter ce dépôt de plainte directement en ligne avec la plateforme Thésée via la vidéo conférence. Et j'ajoute que, bien entendu, si on a tous ces dispositifs mis en place, on voit bien qu'ils le sont à un niveau national. Donc il faudra également renforcer les dispositifs au niveau européen, sachant qu'au niveau international, il existe déjà une convention internationale, la Convention de Budapest, qui a été ratifiée par beaucoup d'États, sauf la Russie et la Chine, ce qui pose évidemment question. Alors justement, vous évoquez les aspects de droit international. Comment cette loi s'intègre dans ces dispositifs à l'échelle internationale ? On le voit en ayant une action au plus proche justement des acteurs concernés et en essayant aussi d'introduire au niveau des agents de l'ANSSI, l'Agence nationale de cybersécurité, des relais au niveau également européen. Le dépôt de plainte français va être évidemment suivi, accompagné d'une notification à l'ANSSI qui elle-même ira reporter l'incident au niveau européen, ce qu'on appelle l'ENISA, qui est l'agence européenne. Et c'est cette coordination des actions à plusieurs niveaux qui va permettre justement d'être efficace. Donc je crois que vraiment on met les moyens au niveau national, il faut s'en féliciter et il faut aller évidemment plus loin, ce qui viendra probablement avec une nouvelle version de la directive Nice de 2016. Eh ben, on va suivre tout ça avec attention. Merci Éric Lequelennec pour cet éclairage sur notre plateau. Avec plaisir Arnaud, à bientôt. Vous êtes toujours sur Lex Inside, sur Décideur TV, et j'accueille Laure Boutron-Marmion, avocate pénaliste, pour parler du délit de harcèlement scolaire. Laure, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, qu'est-ce que le délit de harcèlement scolaire ? Alors, il faut d'abord dire que c'est un délit très récent, puisqu'il est consacré par une loi du 2 mars 2022. Simplement, ce qui est important aussi de noter, c'est que c'est un délit autonome, ce qui n'était pas forcément l'idée de départ au moment du travail parlementaire, était plutôt de le voir comme une circonstance aggravante. Et heureusement, on a fini par avoir le dernier mot, et donc on a maintenant un vrai délit spécifique de harcèlement scolaire. Ça compte, puisque du coup, ça signifie que maintenant la loi a elle-même valeur de symbole et démontre cette volonté de frapper fort. Donc pour vous, c'était nécessaire de la création de ce délit ? C'était délit ? nécessaire, puisque j'y viens, ce délit de harcèlement scolaire suit, et donc dans le même chapitre au Code pénal que le délit général de harcèlement moral. Donc il reprend les mêmes faits constitutifs, simplement il dit très clairement qu'il s'agit de faits de harcèlement commis sur un élève, par soit un élève, soit tout acteur et tout adulte exerçant dans l'établissement d'enseignement. Et c'est important pour justement faire évoluer les mentalités et que le travail et le combat judiciaire des familles ensuite soit plus facile, puisqu'évidemment, on pouvait avant, évidemment, poursuivre. Et ces faits-là étaient tout autant pénalement réprimés par le délit général de harcèlement moral. Mais maintenant qu'on a cet outil spécifique et ad hoc, je dirais que ça va faciliter grandement le travail. Quelles sont les sanctions prévues ?
Alors, la question est intéressante puisque justement, ces sanctions elles-mêmes sont très élevées et montrent toujours pareil le signal fort qu'a voulu donner le législateur, puisque, pour vous donner un élément de comparaison, dans le délit général de harcèlement moral, on est sur des peines d'emprisonnement allant de 1 à 5 ans d'emprisonnement, alors que pour le délit de harcèlement scolaire, on est sur des peines allant de 3, 5 à 10 ans d'emprisonnement, 10 ans et en cas de tentative de suicide ou de suicide d'enfants harcelés, ce qui malheureusement arrive beaucoup trop souvent. Donc c'est intéressant de le dire. C'est intéressant aussi de dire que les amendes qui sont prononcées sont là encore extraordinairement élevées, puisque la plus petite d'entre elles est finalement la plus grande du délit général de harcèlement moral, on passe de 45 000 euros d'amende à 150 000 euros d'amende pour les cas les plus graves, à savoir le suicide. Alors, que peuvent faire les victimes de harcèlement scolaire? Alors, les victimes, d'abord, il faut qu'elles parlent, puisqu'évidemment, il faut qu'on se dise qu'il s'agit d'enfants ou d'adolescents. Donc, ils ne parlent pas comme une personne adulte qui a cette capacité de globaliser les choses et de se dire « je suis victime de harcèlement ». Donc, les parents doivent être attentifs à tout signe extérieur de détresse, syndrome dépressif, énurésie, anorexie, tout ce type de détresse que l'enfant peut mettre en place pour montrer finalement à ses parents quelque chose, le montrer du moins physiquement, s'il n'a pas de mots dessus. Ça, c'est la première des choses. Et une fois que la victime a parlé, il faut porter plainte sans attendre. Et j'insiste sur ce point parce que trop peu de familles encore portent plainte assez tôt. Or, c'est important que le travail d'enquête se fasse au plus tôt, puisqu'évidemment, il y a aussi beaucoup de recueillir des témoignages. Et le témoignage sera d'autant plus efficace s'il est recueilli au plus tôt. Donc, porter plainte très vite et puis parallèlement, glaner le maximum d'informations auprès de l'établissement d'enseignement dans le cadre duquel les faits sont survenus, donc prof principal, CPE. Il faut taper à toutes les portes et c'est d'autant plus important que la place de l'établissement aujourd'hui reste encore assez floue dans le cadre judiciaire mis en place par la France. Contrairement à beaucoup de pays étrangers, le droit français, aujourd'hui, n'a pas encore mis en place un champ obligationnel très clair pour les établissements, si bien que les établissements vont gérer un cas de harcèlement suivant l'initiative du chef d'établissement. Donc parfois, on a des chefs d'établissement très au fait de ces sujets-là qui va mettre en place des campagnes de sensibilisation, des formations pour les enseignants et va mettre en place aussi des commissions de discipline, etc. au moment où les faits surviennent. Et puis d'autres établissements où on a un chef d'établissement aux abonnés absents, rien n'est fait et les enfants sont livrés à eux-mêmes. Donc c'est important également que la France réfléchisse à travailler là-dessus et c'est là, s'il faut bien le dire, la limite aujourd'hui de cette nouvelle loi qui vient de passer. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur le plateau de Lex Inside. Je vous en prie, merci. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside sur Décideur TV.